Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va répondre aux questions les plus posées par les freelances. Donc j'ai fait un petit mix justement de toutes les questions qu'on me pose le plus souvent et j'ai fait appel du coup à Corentin, mon comptable, pour y répondre. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la question sur peut-on cumuler donc plusieurs activités à la fois salarié et freelance? Yes, complètement. Pour répondre à la question, c'est tout à fait possible. On peut être salarié et avoir une activité freelance, que ce soit sous n'importe quel statut, micro-entrepreneur comme société, tu as le droit. Par contre, juste faire attention, est-ce que dans ton contrat de travail, il n'y a pas une clause qui t'interdit justement d'avoir une activité en parallèle? Ouais. Pareil, je dis petite note aussi pour les fonctionnaires, c'est assez particulier. Donc voilà, bien être sûr du coup que c'est possible, mais légalement, tu peux. Ok, trop bien. Et donc justement ces clauses-là, est-ce qu'en général elles t'obligent à faire une autre activité? Enfin ça peut être deux activités mais sur une autre thématique, un autre secteur par exemple? Ça dépend des clauses, ouais, complètement. Tu peux avoir une clause qui va t'interdire d'avoir la même activité ou dans le même domaine d'activité Ouais. que ton emploi actuel. Quelquefois, non, du tout, tu peux être dans le même domaine, hein. Mais effectivement, ça peut être le cas. Donc, bien faire attention à ça, du coup, pour pouvoir se lancer, puis surtout, avant de se lancer, regarder si c'est possible. Ok, effectivement, bon conseil. Ok, super. Et du coup, directement, deuxième question. Est-ce qu'en freelance, on cotise pour la retraite du coup? Oui, alors ouais, complètement. Tu vas cotiser à la retraite, mais ça va dépendre aussi du statut juridique. Ouais. Euh, Typiquement, micro-entreprise, oui, tu vas payer tes charges sociales, tes cotisations sociales à l'URSSAF, dont la retraite dedans. Ouais. Euh, bon, on va pas se mentir, elle est C'est quasi fait. inexistante tout de Ouais. même, elle est assez faible en micro-entreprise, du coup, cette cotisation retraite. Euh, pour ça que moi je conseille, c'est quand même d'avoir du coup en place du coup un plan d'épargne retraite, vraiment préparer sa retraite peut-être de son côté en plus, si on n'a pas d'autres revenus en parallèle. Clairement. Et après, oui, en EURL, SRL, en SASU, en SAS, on cotise à la retraite par rapport à la rémunération, par rapport au salaire qu'on se verse. Euh, En EURL, en SRL, tu es toujours au régime des indépendants. C'est la sécurité sociale du coup des indépendants, anciennement RSI pour ceux qui savent peut-être un peu Ouais. plus. Euh, donc oui, tu as une retraite mais indépendante. Donc, c'est pas la meilleure retraite qui existe en France. En SASU, en SS, là c'est différent. Tu es au régime général des salariés avec un statut cadre. Donc tu vas cotiser à tout comme un salarié cadre en fait lambda, hein. Sauf le chômage. En indépendant, malheureusement, quel que soit le statut, c'est pas Ah oui. possible. Ouais. Mais du coup, tu auras une retraite cadre en fait avec le statut de la SASU. Bon, les charges sociales sont pas les mêmes non plus. Tu payes un montant de charges sociales qui est quand même assez conséquent. On est quasi à hauteur de 75% sur le salaire net, ce qui est quand même pas rien. Contrairement à l'EUL, on est à hauteur de 45 max à peu près. Donc voilà, il y a quand même une différence. Mais oui, du coup, chaque statut te donne une retraite différente aussi. Donc moi, je conseille, c'est que en parallèle du coup de la cotisation que tu vas payer, c'est d'être accompagné, c'est de mettre en place du coup un PER, un plan d'épargne retraite, ou à titre perso faire ta retraite de ton côté, mais au moins faire quelque chose Ouais. et ne pas attendre seulement sur tes cotisations que tu as avec l'URSSAF. Ouais, moi typiquement, justement, j'investis via ma société en prévoyance de la retraite, justement. Mm. Enfin, je suis un peu voilà, sur les marchés financiers, etc. Plutôt que de me retirer ces fonds-là en revenus Mm. perso et de me faire imposer directement à la source, au moins là, j'ai de l'investissement qui tourne encore sur ma société pour prévoir, on va dire, la suite. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, donc, troisième question, est-ce qu'on peut travailler donc, depuis l'étranger? Et alors, du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de différence, d'impact, tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit de travailler de l'étranger, du coup, pour ton activité. Ta société, elle est en France. Tu as une adresse en France, le siège social de l'entreprise est en France. Toi, tu peux travailler de l'étranger. En soi, la facturation sera toujours en France avec ton client. Ouais. C'est possible. Et la seule chose qu'il faut faire attention, c'est tu vas travailler de l'étranger. Est-ce que tu es toujours résident fiscal français ou est-ce que tu deviens résident fiscal du pays dans lequel tu vas être si tu ne bouges pas? Ouais. Si tu es résident fiscal français, tu payes tes impôts classiques comme si les revenus que tu touchais, c'était les revenus en France, hein, clairement. Donc, c'est pas gênant. Juste avoir conscience de ça, et moi, je sais on me pose souvent la question. Tu peux travailler du coup de l'étranger, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que tu aies conscience que si tu travailles de l'étranger, c'est toi qui le veux. C'est pas du coup ton client qui te demande d'aller à l'étranger, Ouais. à part s'il te le demande vraiment, hein. Mais s'il te le demande pas, c'est toi qui veux y aller. Donc, bah, les dépenses que tu vas avoir à l'étranger, tu pourras pas les déduire sur ta société. Ouais. Parce que ta société est en France en fait. Et les de base, tu peux travailler en France pour ton activité. Donc juste avoir conscience de ça, que on peut y aller, mais on ne pourra pas déduire toutes les choses qu'on aurait pu déduire en France en termes de dépenses. Ok. Donc juste ça. Donc sinon, effectivement, c'est là où il faut faire un statut plutôt à l'étranger et donc changer sa domiciliation en France, etc. Voilà. Ouais, Autant ne plus garder une société en France si complètement. vraiment tu passes ta vie à l'étranger pour des clients étrangers, etc. Si vraiment tu habites à l'étranger, si vraiment tu es parti pour y rester et ne pas revenir en France, et que en plus tes clients, tu n'as même pas de clients en France, ils sont à l'étranger, bah, peut-être regarder effectivement à changer de statut, fermer en France potentiellement et créer la société dans Mm. dans le pays en question ou dans un autre pays en tout cas,
Là, j'ai le cas de là dernièrement où voilà, j'ai une cliente qui, au final, son activité est plus du tout ici, est plus du tout en France, et elle est tout le temps là-bas. Bon, elle est partie aller à Dubaï, par exemple, mais parce que ses clients sont là-bas. Ouais. Donc du coup, bah, elle a aucun intérêt, elle revient même plus en France. Donc bah Ouais. là, du coup, bah, il y a aucun, on ferme l'entreprise et elle crée là-bas. Ok. Donc voilà, en fait, c'est par rapport à tes besoins. Donc il faut pas s'obliger à rester en France si t'as plus du tout d'activité, plus du tout de lien professionnel avec la France. Ouais. Ah, Après, tu vois, je pense typiquement au digital nomade, qui est le oui, mot à la exactement. mode, Ouais. justement, à la mode, pardon. Justement, donc les gens, ils partent potentiellement à Bali, au Maroc ou Mm. quoi que ce soit, avec du beau temps pour travailler pour des clients français, malgré le décalage horaire, etc. Enfin, il y a avantages et inconvénients, Ouais, forcément. Mais du coup, ils peuvent quand même garder leur société en France. Et alors, ne peut-être pas tout déduire, effectivement, mais ça peut rester quand même avantageux à distance, quoi. carrément. J'ai des clients qui sont digital nomades aussi, hein, et ça fonctionne. Enfin, je pense qu'en fait, c'est plutôt un mode de vie et un fonctionnement qui peut aller à certaines personnes et à d'autres non, par exemple. Mais oui, si tu es à l'étranger et que c'est ton mode de vie, que toi, tu as besoin d'être à l'étranger et que tu as envie d'y être, mais que tu as tes clients en France, et si ça fonctionne, pourquoi pas en vrai? Tu as le droit en fait. Et oui, du coup, tu passeras pas toutes tes dépenses comme tu aurais pu en France. Alors quand je dis toutes tes dépenses, c'est toutes les dépenses possibles, Oui. parce que je vois déjà du coup les commentaires ou autres. Mais voilà, non, en tout cas, oui, tu peux le faire. Si jamais tu es à l'étranger et que ton client est en France, oui, tu peux quand même travailler de là-bas. Du moment où ta mission elle est réalisée, c'est le Bien sûr. principal en fait. C'est ce qui compte hein, pour toi. Bien sûr, carrément. On enchaîne directement avec la question suivante. Du coup, comment ça se passe niveau de TVA? Parce que je sais que ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, à la fois en micro et du coup en société. Comment on gère la TVA? Comment ça se passe? Alors, déjà, je pense qu'on va parler des bases pour faire un petit récap à tout le monde. C'est simple, en fait, la TVA, elle est calculée sur deux choses. Vous avez la TVA sur vos factures, sur vos prestations à vous, donc ce qu'on appelle nous la TVA du coup collectée. Donc c'est en fait la TVA que vous récupérez pour l'État. Ensuite, vous avez la TVA sur vos dépenses. La TVA sur les dépenses, c'est ce qu'on appelle la TVA nous déductible. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, alors il y a plusieurs régimes possibles, hein. C'est soit tous les mois, soit tous les trimestres ou par an. Donc on conseille, nous, tous les mois, c'est quand même plus simple d'un point de vue visibilité. Tous les mois, on va faire la différence entre la TVA du coup des ventes de vos prestations et la TVA de vos achats. S'il y a plus de TVA au niveau de vos prestations, bah, la différence, vous la payez à l'État, vous la redonnez à l'État. Et inversement, si c'est plus sur vos dépenses, c'est un crédit que l'État vous doit, et donc c'est reportable le mois suivant. On peut demander le remboursement quand on dépasse 760 euros de crédit. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la base vraiment très simple. Et après, comme tu disais, ça va dépendre aussi du statut. Bon, en fait, n'importe quel statut va avoir la TVA, hein. Au démarrage, peut-être pas en micro-entreprise parce que vous avez un certain seuil Ouais. à pas dépasser, enfin à pas dépasser, à dépasser parce que À ça monte, partir duquel, voilà. ouais. C'est 37 500? Exactement, ouais, 37 500 euros. Ou bah voilà, tant qu'on ne dépasse pas ce seuil-là, on met pas de TVA sur ces prestations. Et après, on met la TVA justement. Donc voilà, donc après, dans n'importe quel statut, par contre, oui, effectivement, il faut mettre de la TVA sur ces prestations. En général, dès le premier euro, on conseille en société parce qu'on va pouvoir récupérer sur les dépenses tout de suite. Ouais. Donc plus intéressant. Ok, du coup, super clair. Et alors, justement, en tant qu'on est sur les dépassements de plafond, donc là, on a évoqué le passage à la TVA quand on est en micro. Qu'est-ce qui se passe justement si on déplace le plafond de chiffre d'affaires en micro-entrepreneur? Ouais, alors c'est une très très bonne question parce que soit on nous pose souvent la question, soit on nous pose pas la question et c'est trop tard quand ça arrive. On Euh, subit des conséquences. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut dépasser pendant 2 ans consécutifs le seuil du coup de la micro-entreprise. Donc là, quand on est prestataire de service, on est à 77 700 euros. On peut le dépasser pendant 2 ans consécutifs. Alors, je voulais être transparent avec vous, on peut le faire. Moi, je vous conseille, c'est si vous le dépassez la première année, réfléchissez du coup déjà à changer de statut avant. Peut-être que déjà à ce moment-là, c'est peut-être déjà plus intéressant d'être sous un autre statut que la micro-entreprise. Ouais, Mais en tout cas, c'est possible. Et une fois qu'on dépasse du coup les 2 ans, soit on fait rien. En général, on se rend pas compte, mais c'est trop tard. En fait, on passe automatiquement sous le statut du coup de l'entreprise individuelle au régime réel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle à la base. C'est le régime qui est micro du coup social. Euh, et donc du coup, en fait, on passe au régime réel. C'est-à-dire, régime réel, c'est simple, c'est que vous allez pouvoir déduire vos dépenses. Mais là, on n'est plus du tout du coup sur le même montant de cotisation. On fait le chiffre d'affaires moins les dépenses. Et c'est là qu'on va être taxé du coup à hauteur de 40-45% de cotisation sociale auprès de l'URSSAF. Et ensuite, l'impôt sur le revenu calculé aussi dessus par rapport aux différentes tranches. Clairement, c'est un statut que nous, on ne va pas forcément conseiller Ouais. parce que tu n'as pas d'optimisation possible.
ou très peu. C'est un peu un entre-deux, c'est ça, entre la micro et la société. Clairement. C'est que quitte à avoir soit l'un soit l'autre, c'est dommage de rester entre les deux parce que justement, t'as pas les optimations. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le statut entre deux. Même si maintenant, tu peux demander l'option un peu sur les sociétés, c'est récent, où tu as une notion de salaire. Comme en fait, tu as la même fiscalité qu'une URL, par exemple. Maintenant, c'est possible. Euh, Après, bon, ça dépend les besoins, mais typiquement, en entreprise individuelle, tu peux pas t'associer. Tu es assez limité sur ta. Tu peux pas faire de montage financier, par exemple, holding ou autre. Tu es assez limité. Après, ça dépend le besoin de chacun, hein. Mais c'est pas un statut que nous on va recommander parce que si tu prends pas l'option IS, impôt sur les sociétés, bah, tu es imposé sur ce qui reste à la fin. Et donc, tu n'as pas de visibilité tant que tu n'as pas fait le bilan comptable. Ouais. En fait, nous, ce qu'on appelle un peu l'effet yo-yo, c'est qu'une année, tu vas pouvoir faire, je sais pas, une belle année, tu vas être imposé sur cette somme-là. Mais c'est ce qui va calculer aussi les provisions à l'URSSAF pour l'année suivante. Et ça se trouve, l'année suivante, tu fais un chiffre d'affaires qui est peut-être moins et un résultat du coup moins élevé. Donc en fait, tu vas payer plus que prévu. Donc ta trésor, ça va jouer dessus. Et inversement, ça peut aussi être le cas. Et en fait, tous les ans, ça peut faire que ça. Ouais. Donc nous, on déconseille vraiment. Donc c'est pour ça qu'on conseille, c'est si vous savez déjà que vous avez un bon suivi. Et ça, c'est important, il y a un bon suivi. C'est tout simplement de voir quel serait le meilleur statut pour toi, justement. Tu peux te dire, OK, je sais que je vais dépasser la deuxième année, là. Je peux fermer la micro-entreprise à date du 31 décembre et créer une société alors, pas le premier, il faut mettre le 2 janvier, comme ça, t'es exonéré Oui, du CFE. bien sûr, la petite tactique. Ouais, c'est important en plus. Mais du coup, à partir de là, tu choisis ton statut. Est-ce que je vais en URL, est-ce que je vais en SASU, ça dépend le besoin, mais au moins, tu t'y prends à l'avance. Et tu peux vraiment travailler plus facilement sur vraiment la suite, en fait. Carrément. Et justement, le passage en société permet justement de déduire ses charges, etc. Quelles sont justement les charges déductibles quand on passe en société? Alors, on n'a pas de liste prédéfinie. Tu as une liste des frais récurrents qu'on a dans tous les domaines d'activité, quasiment. Après, ça va être propre à ton activité, à tes besoins. Toi, une personne qui va être dans l'informatique, dans l'IT, va avoir des dépenses qu'une personne, je te donne un exemple extrême, une personne qui est dans la restauration n'aura pas du tout. Ah, c'est sûr. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ton activité et de ce que tu vas faire derrière. Après, en termes de frais, on a une liste comme ça qu'on a des frais récurrents. C'est simple, hein, les frais de déplacement. Tout ce que tu as en termes de déplacement, l'avion, si jamais tu dois aller loin, l'avion, taxi, passe Navigo, Ouais, train par exemple, entre autres. Tout ce qui va te servir à toi à te déplacer, tu vas pouvoir le passer sur ton entreprise. Tout ce qui va être hébergement, tu as besoin pour une mission d'un hôtel, d'un Airbnb par exemple, bah ok, ça passe aussi. Restauration, tu as le droit à un repas par jour sur la société parce que tu travailles, du coup, on dit toujours, en général c'est du lundi au vendredi, tu as le droit à un repas par jour. Ouais. Directement via ta société. Après, tu peux inviter des partenaires ou autres, sans problème. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Tu vas avoir les formations. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand tu es indépendant, se former au quotidien, c'est aussi important parce que ça te permet, toi, de continuer à avoir un service de qualité, des prestats que tu peux montrer et même te démarquer, par exemple, d'autres personnes. Donc, tout ce qui va être frais de formation, tout ce qui va être abonnement au logiciel, Ouais. ça passe dans les dépenses. Je Bon. réfléchis. Donc, Ouais, je vois, c'est à peu près du coup la liste qu'on a. En gros, à peu près, hein, c'est vraiment les frais qu'on a au quotidien en fait, dans n'importe quel type d'activité. c'est ça, ouais. C'est globalement tout ce qui sert à ton activité, dans la limite du raisonnable, évidemment. Donc, on C'est ça. considère que c'est vraiment utile à ton activité. Ok, bah écoute, très clair. Et de toute façon, je pense qu'il y a toujours des petites exceptions, etc. Ouais. Il y a des choses un peu exceptionnelles, mais ça se traite plutôt au cas par cas. Ensuite, question suivante. Est-ce que je peux du coup faire plusieurs activités au sein d'une même structure, donc d'un même statut? Ouais, complètement. C'est pareil, quel que soit le statut, que tu sois en micro comme en société, tu peux avoir plusieurs activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu auras toujours une activité principale, même en micro-entreprise. Par contre, tu peux avoir une activité principale et ajouter une activité secondaire. Ou avoir double activité, même plusieurs. Ça, c'est possible. Par contre, pense juste, c'est si tu fais deux activités, je parle pour la micro, si tu fais deux activités qui ne sont pas du tout dans le même secteur, donc pas du tout de prestation de service, tu vas devoir déclarer tes deux chiffres d'affaires séparés dans deux cases différentes à l'URSSAF. Ok. Ça, c'est important de savoir. Mais sinon, oui, tu as le droit. Et en société, c'est plus simple. Parce qu'en société, tu crées des statuts juridiques quand tu te lances. Et dans les statuts, tu as un article qui est l'objet social. L'objet social, c'est en fait toutes les activités que ton entreprise va pouvoir réaliser. Peut-être pas dans l'immédiat, mais plus tard aussi. Et donc, en fait, quand tu crées la société, nous, c'est ce qu'on propose justement, c'est que quand on crée la société avec nos clients, c'est qu'on fasse un objet social qui soit quand même assez large. Ouais. On va mettre l'activité principale, les activités que la personne souhaite, mais on va aussi élargir, comme tout type d'investissement. Par exemple, tu vas pouvoir investir dans l'immobilier, dans d'autres sociétés ou autres, parce qu'au démarrage, tu vas peut-être pas le faire tout de suite. Mais par contre, sur du moyen long terme, tu vas avoir envie d'évoluer, tu vas avoir envie d'avoir ces montages-là.
Et autant le mettre dès le début. Nous, typiquement, tu vois, comme on parlait, on offre la création de l'entreprise, autant le faire quand c'est offert. Oui. Parce que le jour où tu modifies tes statuts, c'est au minimum 300 à 400 euros maintenant. Donc, c'est quand même des frais qui sont quand même pas négligeables. Bien sûr. Donc, autant du coup, bah oui, une activité principale, on parlait du code APE. Ouais. En fait, le code APE, c'est l'activité principale qui le détermine. Et ensuite, tu peux avoir d'autres activités comme tu veux. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok, trop bien. Et donc effectivement, après, c'est plutôt d'avoir plusieurs structures si tu veux, soit avoir des activités différentes, soit investir en société, donc on l'a dit, SCI, etc. Et donc, ça me fait une belle transition vers les holdings potentiellement, qui sont considérés comme un beau montage, en tout cas une belle structuration pour optimiser un peu sa fiscalité. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors déjà, quel est l'usage d'une holding? Qu'est-ce que c'est? Et est-ce que du coup, tu le conseilles dans ces cas-là pour un freelance? Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, hein. On entend beaucoup parler, il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur les holdings. On voit, même moi je vois sur TikTok ou autre, on voit beaucoup de personnes qui conseillent sur créer une holding, faites une holding le plus rapidement possible. Je suis pas de cet avis-là, à te dire il faut le faire dès le début. Ouais, il faut qu'il y ait un usage, quoi. Exactement. En fait, pour moi, oui, il y a un intérêt d'avoir une holding, c'est super intéressant, ça peut être intéressant, ça dépend de tes besoins. Une holding, en fait, va te permettre, comme tu demandais ce que c'était une holding, parce que c'est vrai qu'on parle de ça, mais ça veut tout et rien dire quand tu dis une holding. Une holding, c'est une société qui va du coup détenir les parts dans ta société actuelle, ce qu'on appelle la société fille du coup. Et la holding, en fait, va pouvoir tout simplement faire de la remontée du coup ça peut être de dividendes, on peut faire une convention de trésorerie et remonter de l'argent de trésorerie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Tu peux faire des management fees aussi, c'est facturer du coup de la gestion, par exemple, vers la société fille, pour remonter de l'argent. Et ensuite, tu peux redistribuer du coup ces fonds-là vers d'autres structures telles qu'une SCI, comme tu en parlais. Ça, c'est des choses qui sont possibles. En fait, la SCI, la holding va te permettre vraiment de pouvoir optimiser aussi l'impôt, Ouais, les montages financiers. Et ensuite, pouvoir du coup, toi, réinvestir dans d'autres structures et éviter aussi d'avoir une taxe qui est habituelle. Donc, ça va dépendre des besoins. J'ai des personnes qui vont créer dès le début la holding parce que oui, effectivement, par rapport à leur projet, autant l'avoir. ouais, si tu sais où tu vas exactement, autant structurer exactement Exactement. dans les bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'il y a des cas peut-être où justement c'est bien d'évoluer progressivement, un peu comme un freelance qui passe de micro à société. Là, peut-être que c'est bien justement de construire, on va dire, ton écosystème au fur et à mesure en Ouais, fonction de l'évolution de la situation, quoi. c'est exactement ça. En fait, c'est par rapport à ton besoin, par rapport à ta situation. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas créé de holding au démarrage et qui là se retrouvent avec quelques années à créer la holding parce que c'est le bon moment. Donc ça dépend vraiment du besoin. Tu vois, c'est pareil, on en reparlait, mais j'ai un client qui a créé une holding, une SCI. C'est tout bête, hein. Il a créé la holding, la SCI. Ok, ben, c'est lui qui décide, hein. Même si nous, on va le conseiller ou autre, c'est lui qui décide. La holding, la SCI n'a servi à rien. Pourquoi déjà? Parce que la SCI, il n'a pas eu le bien qu'il voulait. Ouais. Donc la SCI, du coup, elle Faut la tournait créer. à vide. Ouais, il faut la créer que quand c'est du coup presque Oui, déjà acté, non? exactement, ouais, c'est ça. En plus de ça, tu peux créer. En plus, on est sur un délai d'une semaine, 10 jours en termes de création. Ouais. Donc c'est assez rapide, même si du coup tu signes avec le notaire. Tu peux créer la SCI tout de suite après. Tu as un délai du coup pour créer. Et donc en fait, la personne du coup s'est retrouvée avec du coup une SCI qui n'avait pas le bien. Donc du coup, vous avez une société qui Oui, qui il y a existe, des mais charges, qui mais fait rien. rien. Ouais. Exactement. Tu te retrouves avec une holding qui au final, certes, elle est créée, mais ton holding, elle ne sert à rien à l'heure actuelle. Donc c'est pareil, tu as quand même un bilan à faire fin d'année, hein. Donc tu as quand même du coup une tenue comptable, tu as quand même du coup des frais, tu as quand même payé pour créer une holding. Quand tu fais un montage financier comme ça, si ton holding rachète les parts de la société fille, pour faire simple, tu rachètes les parts, mais il faut faire une évaluation de la société, il faut racheter les parts. En fait, c'est des frais au Ouais. fur et à mesure qui sont quand même importants, il faut le savoir, qui après vous permettent de gagner de l'argent, hein. Mais dans son cas-là, il n'a pas gagné d'argent. C'est tout bête, mais en fait, il y a tellement un effet de mode à l'heure actuelle où les gens vont se dire il faut créer une holding, il faut le faire. Là, on l'entend tout le temps. Prenez le temps en fait. Prenez le temps de regarder si votre projet il est viable ou non et est-ce qu'il est intéressant dès maintenant. Nous, tu vois, au sein du cabinet, on a une équipe de spécialistes justement en montage financier qui va te permettre de faire le point sur ton projet, perso comme pro, parce que le perso compte autant que le pro dans ce sujet-là. Et ensuite, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire exactement et qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Si tu fais pas ça, ça peut être le risque du client qui, lui, du coup, n'a pas voulu prendre rendez-vous avec nos spécialistes et qui était sûr de lui, et qui a créé. Tu vois. Donc, c'est super intéressant, mais ça dépend. Il faut vraiment avoir, du coup, le bon moment pour le faire. Ok, bah écoute, super clair. Justement, tu évoquais l'expertcomptable.com et donc l'accompagnement que vous proposez là-dessus. Mhm. Comment on peut te retrouver? Enfin, si on a des questions justement pour toi hors de cette FAQ-là, comment on peut te contacter?
Et ben c'est très simple. Vous pouvez alors soit directement via le lien Oui, s'il est en description, bien sûr. voilà. Donc vous pourrez prendre rendez-vous via mon lien Calendly, hein. Vous pourrez du coup regarder. Moi, je suis disponible avec plaisir. Ou alors, vous pouvez faire plus simple aussi. Vous pouvez aller directement sur notre site internet, donc sur l'expertcomptable.com, et vous serez en relation avec donc peut-être moi ou l'un de nos conseillers également disponibles. Ouais, en tout cas, voilà. Si vous voulez être sûr d'avoir Corentin, je vous mets un petit lien directement en description. Au moins, vous avez son agenda tout simplement pour prendre un rendez-vous. C'est totalement gratuit, hein, pour le coup, et ça peut vous aider du coup pour la suite et pour vos créations de société. Donc écoutez, on va continuer ces petites séries de vidéos qui m'ont l'air bien sympas et on se retrouve très vite. Ciao! À bientôt.